Bienvenue à tous les curieux. Amen, amen, amen. See the baby wrapped in the manger on Christmas morning. Tout le monde ou presque connaît le mythe américain du self-made man, cet homme ou cette femme qui n'avait rien à la base pour atteindre des sommets, mais qui, malgré l'adversité, les vents contraires et les coups reçus, réussit contre toute attente à triompher la plupart du temps tout seul dans un domaine où personne ne l'attendait et où l'ascension était la plus difficile. C'est même une fable éculée. Sauf que ce n'est ni une fable ni un mythe. Il y a notamment un homme, un Afro-Américain né dans les années 1920, dans un État du Sud, qui a réussi un exploit que sa couleur de peau seule lui interdisait d'accomplir. Il a pourtant réussi à gagner la plus belle récompense de son métier, malgré l'environnement hostile, et par cette victoire est devenu le symbole même que tout est possible, pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Sidney Poitier. Sidney Poitier est né le 20 février 1927 à Miami, en Floride. Ses parents résident aux Bahamas, un archipel du Commonwealth, et donc sous domination britannique. Mais l'enfant naît lors d'un voyage de sa mère sur le sol américain, ce qui lui offre de facto la nationalité américaine. Cette particularité lui offre également un point commun avec un autre acteur célèbre, mais dans un tout autre registre, Bruce Lee. Il grandit aux Bahamas avec ses parents, mais alors qu'il a 15 ans, ces derniers le voient tomber peu à peu dans la délinquance et l'envoient vivre à Miami chez son frère, pensant le couper ainsi de toute mauvaise fréquentation. Mais une fois aux États-Unis, Sidney est confronté au racisme décomplexé des États du Sud et ne trouve pas de travail. À l'âge de 16 ans, il décide donc de monter à New York dans l'espoir de pouvoir enfin prouver ce qu'il vaut. Il travaille quelque temps dans un hôpital militaire, puis passe une audition afin d'intégrer une troupe de théâtre de Harlem fondée par Abraham Hill et Frédéric O'Neill, et composée uniquement d'acteurs noirs. Hélas, il est recalé de cette dernière, mais travaille d'arrache-pied durant plusieurs mois pour perdre son accent et parfaire sa technique de jeu. Cela paye enfin car il est retenu lors d'une deuxième audition, puis est repéré par un directeur de casting et rejoint la distribution de la pièce Lisa Strada qui se joue à Broadway. Sur scène, il reçoit de bonnes critiques, ce qui lui ouvre les portes du cinéma. En effet, il est engagé pour jouer le docteur Luther Brooks dans le film La Porte s'ouvre de Joseph Mankiewicz. Il y donne la réplique à Richard Widmark et cela signe le départ d'une carrière particulièrement riche qui le verra notamment devenir le premier acteur noir à remporter l'Oscar pour un premier rôle, mais aussi être nommé ambassadeur des Bahamas au Japon et auprès de l'UNESCO. En 1952, Sidney joue le rôle du révérend Simangu dans le film britannique de Zoltan Korda, Pleurs au pays bien-aimé, un film produit par London Film et dénonçant l'apartheid qui commence à sévir à ce moment-là, en Afrique du Sud. La même année, il incarne un militaire, le caporal Andrew Robertson, dans Les Conducteurs du Diable, un film historique racontant l'histoire vraie du Red Ball Express, un système de convoyage ultra optimisé mis en place par les Alliés après le débarquement pour transporter les hommes, le matériel et l'équipement le plus rapidement possible sur le front et par la route, car les voies ferrées avaient toutes été détruites et demeuraient inutilisables. En 1955, il crève l'écran dans Graines de violence de Richard Brooks en incarnant Gregory Miller, un élève charismatique d'un lycée technique et professionnel de New York où la violence des élèves envers le corps enseignant atteint un degré particulièrement inquiétant. Monsieur Dadier, le professeur d'anglais fraîchement recruté, interprété par Glenn Ford, entend privilégier le dialogue avec ses élèves, notamment via de nouvelles techniques d'apprentissage, sans pour autant tolérer leurs actes violents. Il va payer très cher le fait de ne pas accepter ce comportement. Mais l'élève Miller, interprété par Poitier, après avoir clairement fait comprendre au professeur qu'il n'avait aucun ascendant sur lui, finit par prendre fait et cause pour ce dernier, car il reconnaît son esprit de justesse et de justice et apprécie ses méthodes pédagogiques. Il mènera alors la classe à se rebeller, non pas contre les professeurs, mais contre les individus les plus dangereux et les plus violents de l'établissement. C'est un film littéralement coup de poing, dont la musique leitmotiv est le mythique Rock Around the Clock de Bill Haley. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Et il trouvera écho dans d'autres films parlant de violence juvénile en milieu scolaire, dont le représentant le plus marquant avec celui-ci est probablement Classe 84 de Mark Lester. Les années suivantes, Sidney joue dans Adieu Lady et L'homme qui tue à la peur, puis retrouve Richard Brooks pour Le Carnaval des dieux. En 1957, il est dirigé par Raoul Walsh dans L'Esclave libre, où il partage l'affiche avec Clark Gable. Il tourne ensuite dans La Marque du Faucon et Virgin Island, puis en 1958, il tient la vedette aux côtés de Tony Curtis d'un nouveau film qui va faire sensation et demeure d'une modernité implacable, La chaîne de Stanley Kramer.
Ce film multi-récompensé voit Sidney Poitier incarner Noah Cullen, un malfrat noir rattaché par une chaîne à John Jackson, un bandit blanc, durant un transfert de prisonniers. Les deux forçats profitent de l'accident de leur fourgon pour s'évader, mais la tâche n'est pas simple car le terrain est marécageux et la haine que se vouent réciproquement les deux enchaînés uniquement pour une question de couleur de peau va considérablement les ralentir. Pourtant, ils réussiront bon gré mal gré à s'entendre, à s'apprécier et même à se sauver la vie réciproquement et chacun leur tour. Ce film est un pur bijou qui a inspiré plusieurs remakes dans les années 80 et 90, une version féminine avec Pam Grier, des épisodes de Code Quantum et NCIS, et il fut même parodié dans Les Simpsons, ce qui en dit long sur son aspect indéniablement culte. Sidney enchaîne l'année suivante avec le rôle de Porgy dans la comédie musicale inspirée de l'opéra de George Gershwin, Porgy and Bess, dirigé par Otto Preminger. Il livre une performance remarquable, car son personnage étant atteint d'infirmité, il passe la plupart du métrage à genoux. Mais celui qui tire incontestablement son épingle du jeu dans ce film, c'est Sammy Davis Jr., impérial de magnétisme et de machiavélisme dans le rôle de Sporting Life, un dealer proxénète qui aimerait tenir sous sa coupe Bess, la jolie jeune femme dont est amoureux Porgy. La décennie 50 a donc été particulièrement formatrice et très enrichissante pour Sidney Poitier, mais elle n'est rien en comparaison de celle qui va lui offrir la consécration à tout niveau, les années 60. On le voit successivement dans Les Marines Attack, Un raisin au soleil, Paris Blues et Pressure Point. Puis il incarne le prince Ali Mansou dans Les Dracars de Jack Cardiff. Il y retrouve Richard Widmark qui lui donnait la réplique dans son premier film et incarne un valeureux prince mort à l'époque des Vikings. Et la même année, en 1963, il entre dans l'histoire en devenant le premier acteur noir à obtenir la récompense suprême pour un acteur américain, l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle pour le film Le Lys des Champs. C'est d'autant plus symbolique que les Afro-Américains se battent justement à ce moment-là pour leurs droits civiques et contre la ségrégation qui sévit encore dans de nombreux États du Sud. Ce film est un pur chef-d'œuvre injustement oublié et Sidney Poitier y livre une performance magistrale faisant de son Oscar une récompense amplement méritée. Il raconte l'histoire d'Homer Smith, un ouvrier itinérant roulant sous le soleil cuisant de l'Arizona et faisant une halte près d'un petit couvent de nonnes allemandes afin de remettre de l'eau dans le radiateur de sa voiture. La mère supérieure lui offre de l'eau, puis dit que Dieu a exaucé ses prières en lui envoyant un homme fort. Elle lui demande ensuite de réparer le toit de leur maison, puis de construire une chapelle pour que les catholiques locaux aient un lieu de culte. Il accepte, mais ses rapports avec la mère supérieure seront compliqués, tandis qu'il est très vite adopté et apprécié par les autres nonnes, plus jeunes et qui ne parlent quasiment pas anglais. Ce film, paradoxalement intimiste et ouvert aux grands espaces, se révèle à la fois drôle, tendre, juste, émouvant et surprenant. Toutes les scènes sont cultes et je vous conseille de le voir d'urgence si vous ne l'avez jamais vu, d'autant que la musique de Jerry Goldsmith et les dialogues ô combien savoureux finissent d'en faire une masterclass qui semble hélas totalement oubliée de nos jours. Après cette consécration, il apparaît dans Au poste de combat, puis dans La plus grande histoire jamais contée, dans le rôle de Simon de Sirène. Un coin de ciel bleu, 30 minutes de sursis, La bataille de la vallée du diable, Les anges au poing serré, puis signe un nouveau rôle marquant dans ce qui allait devenir un classique absolu dans La chaleur de la nuit de Norman Jewison, où il tient le rôle de l'inspecteur Virgil Tips. Je reviendrai plus en détail sur ce chef-d'œuvre dans les vidéos consacrées au réalisateur et qui arrivent très prochainement. La même année 1967, décidément une grande année pour Sidney, il joue dans un autre classique de cette époque-là, Devine qui vient dîner, de Stanley Kramer, déjà réalisateur de La Chaîne. Il incarne un médecin veuf d'une trentaine d'années, désirant épouser une jeune femme blanche plus jeune que lui de 10 ans et projetant d'aller vivre avec elle en Europe. Il est particulièrement mal à l'aise à l'idée de rencontrer les parents de la jeune femme, même si ces derniers ne sont pas racistes, mais le dîner se complique davantage quand elle lui avoue avoir également convié ses parents à lui pour leur annoncer la nouvelle. Cette comédie savoureuse, particulièrement drôle et très bien écrite, fait la part belle aux surprises et aux réactions inattendues de la part de personnes tout aussi insoupçonnées. Encore un film culte, tout simplement. Sidney Poitier termine la décennie en jouant dans Mon Homme, d'après sa propre histoire et dont la musique est signée Quincy Jones, puis dans L'Homme perdu. Les années 70 sont assez paradoxales pour l'acteur, puisque d'un côté, il creuse un sillon déjà exploré en incarnant par 2 fois le personnage de Virgil Tips, un rôle qu'il avait déjà tenu dans le mythique Dans la chaleur de la nuit, dans 2 suites qui ne se hissent pas au niveau de l'original, même si elles restent très convenables. Appelez-moi Monsieur Tips et l'organisation. D'un autre côté, il passe pour la première fois à la réalisation en signant 5 films durant cette décennie et y apparaît à chaque fois. On peut citer Buck et son complice, L'amour fleurit en décembre, Uptown Saturday Night, Le coup à refaire et A Piece of the Action. En 1979, il est le narrateur du documentaire
Paul Robeson, Tribute to an Artist. La décennie suivante, il réalise 4 nouveaux films sans toutefois y apparaître cette fois-ci. En effet, il dirige Faut se faire la malle avec Gene Wilder et Richard Pryor, La folie aux trousses, Fast Forward et Papa est un fantôme. Il ralentit également considérablement son activité d'acteur en n'apparaissant que dans 2 films, Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode et Little Nikita. L'excellent Randonnée pour un tueur voit Sidney Poitier incarner le vétéran Warren Stanton, un flic de la ville forcé de faire équipe avec Jonathan Knox, un montagnard bourru interprété par Tom Berenger, afin d'arrêter un tueur psychopathe qui s'est mêlé à un groupe de randonneurs dont le guide n'est autre que Sarah, la petite amie de Jonathan, incarnée par Christy Alley. Warren Stanton, agent spécial du FBI, est à la poursuite d'un tueur. Un tueur très différent des autres. Un tueur que personne n'a jamais vu. Qui va là où personne n'est jamais allé. Le suspense est à son comble et les paysages de montagne et de forêt sont magnifiquement mis en valeur par la réalisation très efficace de Roger Spottiswoode. Durant les années 90, il sera majoritairement visible à la télévision via 8 téléfilms, notamment Mandela et De Klerk où il incarne Nelson Mandela et l'affaire Noah Dearborn où il personnifie le rôle titre. Il apparaît également 2 fois au cinéma, d'abord en 1992 dans le film Les Experts de Phil Alden Robinson, aux côtés de Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, River Phoenix et James Earl Jones. Il incarne Donald Crise, un ancien agent de la CIA spécialiste en espionnage et en sécurité dans ce thriller d'espionnage particulièrement inventif et très plaisant porté par un casting 5 étoiles. Puis en 1997, il partage l'affiche avec Richard Gere et Bruce Willis dans le film Le Chacal, remake d'un film de 1973 titré Chacal avec Edward Fox et Michael Lonsdale, et beaucoup plus proche du roman original de Frederick Forsyth que celui-ci. Sidney Poitier interprète le rôle de l'agent du FBI Carter Preston qui traque un tueur à gages caméléon interprété par Bruce Willis. C'est la dernière apparition de Sidney sur grand écran, tandis que son dernier rôle sera dans le téléfilm The Last Brickmaker in America en 2001. Sidney Poitier possède une carrière majuscule et jonchée de nombreux films cultes, mais aussi de rôles solides, toujours incarnés avec un talent et un charisme qui ne s'est jamais démenti tout au long de ses 50 ans de présence à l'écran. Il a par ailleurs obtenu de nombreuses récompenses saluant son travail, notamment un Ours d'argent et un BAFTA pour La Chaîne, un Golden Globe, un Ours d'argent et un Oscar pour Le Lys des Champs et un Oscar d'honneur pour ses interprétations extraordinaires et sa présence unique à l'écran et pour représenter l'industrie avec dignité, style et intelligence en 2002. Sans oublier la flopée d'autres prix qu'il a obtenus et un nombre exponentiel de nominations qui sont venus jalonner sa carrière tout bonnement époustouflante à tout point de vue comme ses prestations. Il a ouvert la voie de nombreux comédiens noirs de talent parmi lesquels Morgan Freeman et Denzel Washington pour ne citer que cela et a milité activement pour les droits civiques. De plus, il a été fait chevalier commandeur de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en France et a reçu une médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine des mains du président Barack Obama. Il nous a quittés le 6 janvier 2022 à l'âge de 94 ans, laissant au cinéma un héritage immense et incontestable, faisant de lui une personne tout simplement hors norme et un acteur magistral dont il me semblait impossible de ne pas parler dans une vidéo. Down at the Jordan, where John was baptized in. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Sidney Poitier. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.